Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va vous parler de notre formation à la production virtuelle en partenariat avec l'école Méliès et la CST, et donc qui est destiné à vous, les techniciens du cinéma. Euh, on va vous expliquer pourquoi on a fait ça. Le- voilà un petit peu le plan de notre webinaire. Donc, on va avoir quatre moments où on va vous présenter un petit peu les choses. On finira après par des questions-réponses. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Frédéric Fermont. Je suis permanent à la CST, dans laquelle ma première mission a été de créer le département immersion et temps réel. Et c'est un département donc qui rassemble parmi les membres de la CST ceux qui sont le plus impliqués, notamment dans la production virtuelle, mais aussi dans les contenus immersifs, l'animation en temps réel. Et finalement, le dénominateur commun un petit peu à tous ces membres, c'est l'utilisation des moteurs de rendu temps réel dans les œuvres, que ce soit des œuvres linéaires de cinéma ou que ce soit des œuvres interactives. À nos côtés, donc, nous avons Justine Coulmy. Bonjour, Justine, tu peux te présenter. je m'appelle Justine Coulmy, je suis directrice de la photographie. J'ai fait beaucoup de recherches et de travaux sur des plateaux de production virtuelle. Et l'école Méliès m'avait demandé de monter des formations autour de ces technologies-là pour l'école. Et par la suite, quand la CST a voulu proposer ces offres de formation, j'ai aidé à construire la pédagogie des différents modules. Merci, Justine. On a Laurent Stellin. Bonjour, Laurent Stellin, donc directeur technique de l'école Méliès. J'ai pris en charge l'installation du plateau virtuel à l'école Méliès et avec Justine Coulmy, monter la pédagogie avec elle. Et voilà, donc à l'école Méliès, sous l'impulsion de France 2030, nous sommes équipés d'un plateau virtuel qu'on va vous détailler un peu plus loin. Merci, Laurent. Pascal, c'est un tout tour, si tu peux te présenter. Merci bien, toutes mes excuses. Je gère le centre de formation, j'avais un appel urgent. Oui, bonjour, moi c'est Pascal Montagnat, je suis le responsable des formations à la CST et je m'occupe entre autres de la partie administrative et j'organise le planning et les inscriptions pour les formations. Merci, Pascal. Très bien, ben on se lance, c'est parti. Donc, pour commencer, on va vous expliquer un petit peu le contexte et pourquoi on a lancé cette formation. Bon, vous avez tous entendu parler de production virtuelle. En France, ça a commencé un petit peu à s'installer après le Covid, hein, donc pendant et après le Covid, donc à partir de 2020, on va dire, donc ça fait 5 ans. 5 ans à la fois, c'est pas beaucoup d'années. Et en même temps, il y a eu un chemin de parcouru assez important en 5 ans, euh, à tel point que on commence à voir à pointer des standards techniques qui sont quasiment dédiés à la production virtuelle, comme par exemple la SMPTE travaille sur un standard technique pour les données de capture de mouvement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que d'ailleurs, le mode opératoire de la SMT, qui était d'habitude d'avoir des ingénieurs issus d'entreprises leaders, qui du coup travaillaient ensemble et faisaient descendre par le haut les standards, et nous, techniciens de par le monde, bah, en fait, on attendait ces standards-là. Là, ça s'est un petit peu inversé parce que l'innovation va tellement vite que maintenant, finalement, il y a un peu un aspect communauté qui participe ensemble à élaborer des standards, et ça remonte après. Et c'est un peu comme ça que ce premier standard est né, et c'est un peu comme ça aussi que la SMT voit l'avenir quand on entend les discussions qui peuvent avoir lieu. Voilà, donc ça, c'est un changement de paradigme qui n'est pas lié à nos métiers, hein, qui est un peu global sur tout ce qui est innovation technologique. Mais pour l'aspect technique, c'est quand même un petit peu tôt. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, après quelques années, il y a des manières de travailler qui commencent à s'imposer de manière un peu empirique. Les équipes entre elles, il y a des jargons qui naissent. Et donc ça veut dire que il y a un niveau de maturité qui commence à être là, quoi. C'est plus quelque chose où on ne sait pas trop où on va. C'est plus quelque chose où c'est vraiment de la pure innovation. C'est quelque chose qui s'installe et qui, a priori, est là pour durer.
Alors après, bon, ça, je pense que maintenant, vous le savez tous aussi, il y a eu une certaine, un certain enthousiasme exagéré où certains ont dit, mais en fait, c'est l'avenir, mais ça va tout changer, etc. Ça change beaucoup de choses sur les tournages, mais ça remplace pas un tournage entier. On va pas tout faire avec cette manière de travailler. Euh, et donc voilà. Bah, après, c'est pas pour autant que ça va s'arrêter. On a l'intelligence artificielle qui est là pour aussi nous donner des nouvelles manières de fabriquer des images et des nouveaux outils. Donc ça, ça pénètre aussi sur un plateau virtuel tel que vous les voyez sur ces images-là avec les murs LED. Donc, vous pouvez générer des images en IA. Il y a le Gaussian Splat qui est une manière avec de deep learning de générer de la 3D. Euh, voilà, tout ça pour dire que ça va continuer à évoluer. Il y a aussi sur la technologie LED, il y a quelque chose qu'on attend, c'est d'avoir des panneaux non plus RVB, mais RVBW avec des LED blanches qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la maîtrise de l'éclairage qui est fourni par ces panneaux. Donc, c'est pas figé, ça va continuer à évoluer. Mais ce qui est rassurant et ce qu'on entend du retour des plateaux, euh, au moins deux choses. Quand c'est bien préparé, on a une grosse efficacité sur une journée de tournage. Donc ça, c'est un retour qu'on a surtout de la part des équipes de prise de vue, où en fait, ils sont souvent épatés du nombre de prises qu'ils ont pu faire, de plans et de décors, et sans difficulté. Donc voilà, ils sortent d'une journée où, bah, en fait, globalement, ça s'est très bien passé, ça s'est passé comme on l'avait prévu, et ils sont satisfaits de la journée. Voilà, donc ça, il faut quand même qu'il y ait une bonne préparation de fait, évidemment. Il y a ça, et puis, globalement, on connaît mieux le périmètre de ce qu'on est capable de faire. Les prestataires aussi le connaissent mieux, et on a moins de problèmes que ce qu'on avait au début des années 2020, enfin, en gros, quand les premiers prestataires ont commencé à proposer des services. Typiquement, le problème qu'on connaissait à l'époque, c'était le moiré. Bah, maintenant, le moiré, on le maîtrise quand même assez bien. Et quand on sait qu'on a du mal à l'échapper, on sait globalement le restaurer en VFX sans que ça soit une catastrophe industrielle forcément, quoi. Donc voilà, il y a un niveau de maîtrise maintenant qui permet d'être quand même dans un périmètre connu et on prend pas forcément beaucoup de risques par rapport à la garantie de bonne fin. Mais encore une fois, ça demande de la préparation. Et ça demande une vraie étape de réflexion. Est-ce que la production virtuelle est intéressante pour mon tournage, pour cette scène? Oui, non. Et donc, du coup, ça demande de faire appel à des spécialistes en amont pour étudier la question, tout simplement, hein, comme beaucoup d'autres questions qu'on prépare en tournage. Voilà. Donc, pourquoi cette formation? Ben, parce qu'en fait, malgré tout, un tournage en production virtuelle, c'est assez différent par rapport à un tournage normal. Il y a une équipe, quasiment une équipe VFX, mais en tout cas une équipe dédiée à afficher les pelures ou les scènes 3D qui présentent. Il y a un superviseur de production virtuelle qui, normalement, est embauché. À la CST, on travaille beaucoup sur le sujet et on fait la promotion de ce poste-là parce que c'est ce qui permet de fluidifier le travail, en réalité, d'échapper les problèmes en amont. Euh, et donc, voilà, y aller de manière trop empirique, c'est un peu risqué parce qu'on peut passer à côté de certaines choses. Par exemple, alors moi, le sujet que j'évoque toujours, et donc je vais encore en parler aujourd'hui, c'est le poste du script, de la script. Comme on a quelqu'un qui affiche des décors dans un mur, qui affiche ce décor, ben en fait, l'idéal, c'est que le script note à chaque fois, pour chaque prise, quelle est la version de décor qui est utilisée. Et ça, des équipes qui sont pas trop habituées ont tendance à pas forcément y penser en se disant ça, c'est l'affaire du technicien numérique là, et ça nous est un peu étranger. En fait, non, il faut que les équipes travaillent main dans la main et dès le début, quoi. Et pour ça, il faut savoir comment ça va s'organiser cette journée-là, euh, qui, quels sont les postes qui sont les plus impactés, à qui on s'adresse pour telle ou telle question, etc. Et donc, bah, du coup, ça s'invente plus. Au départ, oui, il fallait trouver une manière de travailler ensemble parce que c'était nouveau. Mais maintenant, on sait à peu près comment ça se passe et donc on peut vous le transmettre. Et c'est ça qu'on attend. Il y a, il y a encore, je trouve un peu trop souvent, des retours d'expérience où en fait, le chef opérateur a été un peu catapulté sur un plateau virtuel et en fait, il lui a fallu une journée
pour comprendre comment, quelles étaient ses possibilités, comment il pouvait gagner du temps. Et donc le jour d'après, il est super efficace, mais n'empêche qu'il a perdu une journée, et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Je pourrais vous parler de production virtuelle encore très longtemps, mais je crois que voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, ce que je voulais dire en synthèse, c'est que cette technologie, cette manière de tourner, certes, ne va pas tout remplacer. Par contre, on pense qu'elle est là pour rester. Et donc, du coup, euh, on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes sur les plateaux, quand les équipes arrivent, qui disent d'elles-mêmes, moi, j'ai déjà fait un tournage en production virtuelle. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils sont de plus en plus confrontés. Et comme c'est là pour rester, bon, bah, c'est le moment d'essayer de se former tous pour qu'on ait ce langage commun tous ensemble et quand on travaille, que ça aille vite, quoi, que ça soit efficace pour tout le monde. Bien, j'en ai fini. Je passe la parole à Laurent, qui peut nous présenter un petit peu l'école, notre partenaire, donc l'école Méliès. Bonjour à tous et à toutes. Donc l'école Méliès, c'est une école associative à but non lucratif qui existe depuis 26 ans, qui est toujours dirigée par son fondateur, donc Franck Petitard, voilà, qui a eu l'idée de cette école et qui est toujours président de l'association de cette école, voilà, qui comporte à peu près 300 étudiants, qui est historiquement une école de cinéma d'animation, mais qui a pris le virage du cinéma live action et la production virtuelle qui est, selon nous, à mi-chemin entre le live action, donc le cinéma traditionnel, et les effets spéciaux, l'animation. Donc l'école est sur un campus à Orly. Alors, je ne sais pas si ça va être redit ou pas. Donc le métro 14 et le RERC, un bâtiment qui a été donc une serre qui a été pensé à un bâtiment, pardon, un peu pas un peu, mais écologique. Donc, pas de chauffage ni de climatisation dans les parties communes. Une belle salle de projection. Euh, donc l'école s'est dotée d'un plateau de production virtuelle. L'école était déjà dotée d'un plateau avec un grand cyclo vert, parce que comme Laurent l'a dit, c'est une école qui a une tradition d'animation, donc qui était déjà équipée pour la mocap. Et de l'autre côté, depuis un an, elle est maintenant équipée de 4 murs LED, euh, un, un mur fixe, 2 murs mobiles sur les côtés et un plafond inclinable, qui permet d'avoir une configuration d'un plateau moyen de production virtuelle en France, ce qui est pédagogiquement très intéressant pour les étudiants, euh, parce que à la fois ils ont les outils les plus puissants, mais quand même les contraintes d'un petit plateau, donc ils doivent apprendre à bien placer les écrans, à bien préparer, à bien anticiper tout leur découpage technique. Et voilà, donc c'est des murs LED Sony qui ont un très beau rendu des couleurs, qui sont assez fiables dans le temps, et des technologies de tracking de Zeiss. Et toutes ces technologies-là, en fait, pendant les formations que je vais détailler juste après, on va pas rentrer dans le détail, on va pas apprendre à faire comment est-ce qu'on monte les murs LED, comment est-ce que le tracking fonctionne en profondeur. Mais l'idée, c'est que pour chaque métier, comprendre comment est-ce que ces technologies-là vont impacter les méthodes de production. Donc là, peut-être que je peux commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ouais. J'en profite pour glisser à tout le monde. Si vous avez des questions, pendant que Justine présente les modules, vous cliquez en bas, il y a un bouton qui s'appelle Q&R, c'est questions-réponses. Cliquez là et vous pouvez poser les questions et on les récupère à la fin, pour ça on pourra après vous répondre. Voilà, alors là, c'est les 5 formations qu'on propose pour cette première session. Il y a une première formation de décor en production virtuelle qui va être à destination des chefs déco, des chefs constructeurs, et qui peut potentiellement être intéressante pour des producteurs que la question du décor intéresse. Ensuite, on a 2 formations qui sont groupées. Celle de prise de vue en plateau virtuel qui est destinée aux chefs opérateurs, et qui dure 4 jours. Les 2 premiers jours seront plus euh,
ciblé autour de la caméra, du découpage technique, qu'est-ce que ça change vraiment à la prise de vue dans le choix des optiques, dans le choix des cadres, d'être dans un plateau virtuel. Et les 2 jours suivants sont vraiment dédiés à la lumière. C'est pour ça que on offre la possibilité aux électros et aux chefs élec de venir faire que les 2 derniers jours de la formation prise de vue en plateau virtuel. Et enfin, les 2 autres formations, gestion et management en production virtuelle, plus à destination des directeurs de production, chargés de production qui veulent monter en compétences et comprendre tous les enjeux de la production virtuelle. Et enfin, l'initiation à la prévisualisation sur Unreal qui est ouverte à tous les techniciens du cinéma qui veulent intégrer ça dans leur préparation. Maintenant, je vais un peu détailler un peu plus en détail chaque formation. La formation décor, c'est une formation sur 3 jours. Le but, c'est d'aider les décorateurs, chefs déco, chefs constructeurs à vraiment comprendre comment fonctionnent ces outils de production virtuelle pour voir comment ils peuvent s'en servir et si c'est le meilleur choix ou pas pour afficher les découvertes sur un décor qu'ils ou elles doivent concevoir. Donc il y a cette première étape de compréhension de la technologie. Il y a aussi une deuxième étape de comprendre toutes les différentes natures d'images qu'on peut mettre dans les murs. Est-ce que c'est des images qu'on va générer en IA? Est-ce que c'est des décors que des graphistes vont modéliser en 3D? Est-ce que c'est des prises de vue réelles qui vont être faites dans d'autres décors qu'il faudrait décorer en amont? Et pour chacun de ces types d'images, comprendre comment est-ce que le chef déco doit s'intégrer dans la préparation. Euh, Parce que là, bah, contrairement à un fond vert, tout doit être pensé à l'avance. Et aussi, comment faire le lien, du coup, entre cet environnement virtuel qui va être affiché dans des écrans et les éléments qui vont être construits en réel, comment venir briser la frontière entre réel et virtuel et créer de la continuité, comment créer du dialogue entre les graphistes et les constructeurs. Donc tout ça, c'est des notions qui vont être abordées pendant les 3 jours. Ça va être sur le plateau de l'école, donc vraiment avec beaucoup d'exercices pratiques, de réalisations pratiques. Et, euh, et après aussi, va toute une partie de vie, budget. Voilà, quand on est en étape de pré-production, comment est-ce qu'on détermine si, au-delà de tous les aspects esthétiques et toutes les possibilités qu'on a évoquées avant, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça rentre dans l'économie du film? Voilà, donc ça va être les points vus par le décor et aussi une partie sans rentrer trop dans la technique des systèmes de tracking, mais comprendre comment est-ce que les technologies de capture du mouvement de la caméra vont influencer le décor et comment est-ce qu'il faut qu'on pense aussi à pouvoir laisser les trackers être détectés par les systèmes de tracking grâce à des astuces dans le décor. Je veux bien que tu passes à la suivante. Donc la prise de vue et lumière, comme je l'ai dit, c'est une formation de 4 jours, mais il y a la possibilité de s'inscrire que sur les 2 dernières journées qui sont vraiment dédiées à la lumière. Euh, Même si je pense que c'est très intéressant de faire les 4 jours en entier. Donc là, pareil, on commence par, pas une initiation, mais on passe en revue toutes les technologies qui existent et qui rentrent en jeu dans la production virtuelle, qui sont nouvelles pour les chefs opérateurs, euh, tout ce qui doit être pris en compte au moment de faire ces listes matérielles. Est-ce qu'il y a des caméras plus adaptées? Est-ce qu'il y a des optiques plus adaptées? Comprendre, comme Frédéric l'a évoqué, ces nouveaux métiers qui arrivent sur le plateau, d'opérateur prévise, de superviseur et comment est-ce qu'on les intègre comme un quatrième département de l'équipe image aux côtés des électros, des machinaux et des assistants caméra, et pas comme une sorte de nouvelle équipe VFX avec qui le dialogue est pas forcément très direct, mais voilà, que le chef opérateur se sente investi et capable de ces technologies-là. Euh, donc il y a cette compréhension-là. Il y a pas mal d'exercices de découpage et
d'expérimentation sur le plateau, voilà, on teste toutes les optiques, on voit ce qui marche, ce qui marche pas, comment bien positionner les écrans, parce qu'en fait, de mon expérience, c'est souvent là où les gens se font un peu battre, c'est sur ces questions de reflets, comment bien positionner le décor et les comédiens le plus intelligemment possible par rapport aux dimensions des murs. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment là où je vois qu'on perd souvent le plus de temps sur les tournages. Et les 2 dernières journées donc, sont plus destinées à la lumière. La troisième journée va être vraiment axée sur comment est-ce qu'on gère les, les directions de lumière qui, du coup, si on affiche un soleil dans le mur LED, bien sûr, on va pas avoir une lumière équivalente à celle du soleil sur le plateau. Donc, comment est-ce qu'on va venir recréer les directions? Comment est-ce qu'on gère l'indice de rendu des couleurs des écrans qui est souvent assez mauvaise? Frédéric l'évoquait. Une des principales progressions qu'on attend des plateaux virtuels, c'est qu'ils aient un meilleur rendu des couleurs et une meilleure qualité de couleurs sur les peaux. Donc là, l'idée, c'est voilà, comment est-ce que à la fois on joue pour créer une lumière ambiante, mais pas non plus avoir des peaux complètement magenta ou avec des dérives colorimétriques un peu douteuses. Et la dernière journée, elle va être dédiée à l'interaction entre les lumières et les projecteurs DMX qui vont être utilisés pour éclairer la scène et l'environnement virtuel. Euh, donc là, ça va être un chef électricien qui va montrer comment est-ce qu'on peut assez facilement connecter les images qui sont dans les écrans au projecteur pour que s'il y a des défilements de couleurs, des défilements d'intensité, elles se reproduisent automatiquement de manière synchrone sur le plateau. Voilà en gros ces 4 journées-là. Ensuite, gestion et management, donc là qui est, ouais, comme on a dit tout à l'heure, destiné aux producteurs exécutifs, aux chargés de prod, enfin, toutes les personnes que ça peut intéresser de comprendre euh, comment faire le meilleur arbitrage par rapport à la production virtuelle. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure, on va pas faire tout un film. C'est assez rare de faire tout un film sur des plateaux virtuels. Donc comment est-ce que on arbitre? Comment est-ce qu'on sait que ça va être rentable de faire telle séquence et pas une autre en production virtuelle, comment on va choisir les prestataires. Il y a aussi tout un moment qui est prévu pour donner un panorama de la production virtuelle en France, des studios qui existent, des aides qui peuvent être sollicitées. Euh, Il y a une sensibilisation aussi à l'éco-production, parce que de nos jours, c'est aussi très important, dès la pré-production, d'anticiper le bilan carbone du projet et d'évaluer son impact écologique. Donc, on peut avoir l'idée d'un plateau virtuel comme quelque chose de très, très polluant, avec beaucoup d'écrans, beaucoup de consommation d'énergie, mais quand on le compare aux économies qu'on peut faire en déplacement, de toute une équipe, en location, en impact sur un lieu qui pourrait être protégé écologiquement, ça peut rentrer dans l'arbitrage. Donc voilà, ça c'est sur 2 journées. Et il y a une journée qui se croise avec les chefs opérateurs et qui permet de voir vraiment une équipe en action sur le plateau virtuel et de vraiment voir toutes ces technologies-là en action. Et enfin, la prévisualisation, ça c'est une formation que euh, on m'a le plus demandé. Euh, L'idée, c'est d'apprendre à utiliser Unreal Engine, donc qui est un des principaux logiciels qui est utilisé pour afficher les décors dans les murs LED. C'est un logiciel à l'origine destiné aux jeux vidéo, mais qui a vite été utilisé par la production virtuelle. Et là, l'idée, c'est de rendre son utilisation la plus simple possible par tous et toutes pour sa préparation. Donc, le chef ou la chef déco a terminé de modéliser le décor en 3D, où j'ai fait des repérages et j'ai fait une photogrammétrie rapide avec mon iPhone. Comment est-ce que je l'importe dans le logiciel pour après venir placer des caméras et tester euh, les tailles de capteurs, les optiques, des projecteurs que je vais utiliser, comment affiner sa liste matérielle. Donc là, c'est vraiment utile à tous les départements d'image. Ça peut être utile aux réalisateurs et réalisatrices qui veulent expérimenter leur découpage
avant d'être sur le lieu et qui veulent réaliser un storyboard dedans. Euh, Ça peut être utile aux chefs décorateurs qui, pareil, veulent tester des dispositions par rapport au découpage. Donc voilà, c'est 3 journées. Il y a une première journée qui est plus dédiée à la prise en main du logiciel. Après, toute une journée destinée à comment est-ce qu'on crée facilement, on récupère ses décors. On peut, avec des outils qu'on a, facilement faire un scan 3D, aller récupérer des modèles 3D sur Internet, aller récupérer des projecteurs 3D, tous les modèles qu'on veut utiliser et tous les outils qu'on utilise au quotidien, comment est-ce qu'on peut les transposer dans la 3D. Avant d'avoir une troisième journée où là, vraiment, plus concrètement, on fait du storyboard, on fait du découpage, des tests, des listes matérielles, des exercices vraiment de mise en pratique. Donc ça, c'est sur 3 jours dans la salle informatique qu'on avait montré dans la slide précédente. Et voilà, on a fait le tour de toutes les formations qui sont proposées pour cette première session. À noter en complément que l'école Méliès fait partie des quelques écoles françaises qui sont habilitées par Epic Games à former sur le logiciel. Euh, il y a parmi les meilleurs profs dans cette école pour Unreal Engine. Ben, merci Justine. On avance. Ah, les formateurs. C'est encore toi. Pardon, j'avais Mm. oublié le plus important. Euh, Donc ça, c'est notre équipe de formateurs. Il manque encore, j'ai plusieurs profils en tête pour la formation décor, mais c'est pas encore validé. En tous les cas, pour les autres formations, voilà nos 3 formateurs qui sont prévus. Donc Balthazar Piraudy, qui va faire les 2 jours lumière à la fin de la formation prise de vue en plateau virtuel et les 3 jours de prévisualisation. C'est un chef électricien qui a développé beaucoup de plugins et d'outils pour connecter hyper facilement les projecteurs du plateau aux environnements immersifs, qui a beaucoup d'expérience en plateau virtuel et qui utilise énormément Unreal Engine dans toutes ses préparations de films. Et je crois que c'était intéressant plutôt que d'avoir un professeur spécialiste d'Unreal qui vient de donner ce cours, un professionnel qui l'utilise pour tous les tournages qu'il fait et qui est plein de cas pratiques à partager sur Unreal. Camille Jolan qui va faire les 2 premiers jours de la formation prise de vue en plateau virtuel, qui est donc chef opérateur. Et ce que je trouve chouette avec le travail de Camille, c'est il travaille beaucoup avec la génération de décors par intelligence artificielle, mais comme moyen pour le chef opérateur de se réapproprier tout le workflow des VFX qui était trop délégué en post-production. Et voilà, il réfléchit beaucoup sur comment simplifier le dialogue, simplifier la pré-production et reprendre le pouvoir sur l'image produite avec des moyens assez réduits. Donc c'est ce que je trouve assez intéressant dans son travail. Et en même temps, il fait des grosses pubs en production virtuelle. Donc j'aime bien le fait qu'il travaille sur plusieurs échelles de projet. Et pour la partie production, euh, j'ai fait appel à Aristote Douroudakis qui a monté une petite société de production virtuelle qui n'a pas de plateau en tant que tel, mais qui du coup veut beaucoup plus se positionner comme prestataire de conseils de supervision de production virtuelle et qui a une très bonne connaissance de tous les plateaux qui existent en France, de toutes les technologies, de toutes les aides spécifiques à la production virtuelle. Donc voilà notre équipe de choc. Merci Justine. Eh bien Pascal, c'est à ton tour. Maintenant qu'on a bien brossé un peu les modules de formation. Si moi je veux me former, comment ça se passe? Alors, pour se former, pour s'inscrire à ces différentes sessions, il faut d'abord effectivement que vous examiniez si vous êtes éligible pour un financement AVDAS, une prise en charge AVDAS. Si en fait, pour créer votre demande de prise en charge, il faut dans un premier temps que vous créiez sur le site de l'AVDAS votre compte.
et que vous déposiez un devis et un programme. Ce devis et ce programme, vous pourrez l'obtenir en vous inscrivant sur le formulaire qui est sur le site, dont vous avez l'adresse sur la page. On peut peut-être aussi le mettre dans la discussion parce je ne crois pas qu'il soit qu'on puisse le copier-coller. Je le fais tout de suite. Ah, tu le mets dans le chat? Voilà. D'accord. Comme ça, il y a la possibilité de regarder directement si vous le souhaitez. Une fois que vous avez rempli le formulaire, moi, je reçois votre inscription, votre préinscription, bien sûr, puisque, en fait, elle est dépendante de votre acceptation ou pas par la prise en charge AFDAS. Donc, la prise en charge AFDAS est valable puisque la CST et Méliès sont Calliope, ce qui vous permet de bénéficier des financements de votre OPCO. Dans l'audiovisuel et le cinéma, c'est donc l'AFDAS. Une fois que vous êtes préinscrit sur le site, je vous envoie un devis avec le programme. Ces deux éléments, vous allez les déposer sur votre compte et faire votre demande de prise en charge sur le site de l'AFDAS. Et ensuite, eh bien, vous attendez la réponse de l'organisme qui valide ou pas. Voilà, généralement, la réponse arrive un mois avant le début de la formation. Il ne faut pas attendre de réponse plus tôt. Ou alors, si vous voulez peut-être accélérer les demandes, vous pouvez toujours téléphoner. Vous allez sur le site de l'AFDAS. Il y a un petit onglet tout en haut à droite qui s'appelle Contact et vous avez deux numéros de téléphone. Vous pouvez appeler le deuxième numéro de téléphone, de préférence le matin, pour savoir où en est votre dossier. Si jamais ça tarde trop, il se peut des fois que l'AFDAS soit un petit peu engorgé, et donc les demandes prennent un peu plus de temps, mais des fois, si vous tombez sur un conseiller qui peut vous faire votre demande de prise en charge plus rapidement, c'est tout à fait possible. Voilà. Nous ouvrons les sessions jusqu'à 12 participants. Euh, on ne dépasse pas le nombre de 12 parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans des amphithéâtres. On voudrait que pédagogiquement, ça reste quand même des formations où l'information peut être transmise facilement. Vous pouvez avoir une interaction plus facile avec le formateur. Et donc, voilà, 12 c'est le nombre maximum qu'on ne veut pas dépasser. Et le nombre minimum de participants est 5 participants, puisque, effectivement, en dessous de ce nombre-là, on ne peut malheureusement pas financer la formation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de préinscription. C'est que si votre inscription n'est valable que lorsque la prise en charge AFDAS est définitive. Alors, il y a d'autres pistes de financement, si vous voulez. Il y a France Travail. C'est possible aussi de demander à France Travail si vous n'êtes pas éligible à AFDAS. C'est peut-être un petit peu plus dur puisque malheureusement l'audiovisuel ne fait pas partie des priorités de prise en charge AFDAS, de prise en charge voilà, France Travail. de formation. Euh, alors, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut utiliser le CPF? Et l'information, c'est que le CPF n'est éligible que pour les formations certifiantes, ce qui n'est pas le cas pour cette série de formations. Ce ne sont pas des formations certifiantes, donc on reste sur un mode de financement classique, AFDAS. Voilà. Si vous êtes une entreprise, vous avez droit aussi, et que vous cotisez à l'AFDAS, vous avez le droit de dégager votre fonds AFDAS pour financer la formation pour vos salariés. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de financer la formation sur les fonds de l'entreprise, ce qui vous permet aussi peut-être d'inscrire aussi peut-être des intermittents, ce qu'on appelle les intermittents accompagnés, que l'AFDAS peut aussi euh, financer si jamais vous avez des équipes non permanentes et que vous souhaitez leur faire suivre ce stage. Si vous êtes artiste-auteur,
C'est souvent le cas pour les réalisateurs et les réalisatrices, pardon. C'est aussi finançable, tant que ça rentre dans votre enveloppe. Donc, je crois que le montant maximum, c'est 5 000 euros et quelques. Voilà, ça, vous avez le contenu maximum. Vous pouvez le demander à votre conseiller AFDAS. Et puis, je vais mettre aussi dans le chat mon adresse email si vous souhaitez avoir des renseignements administratifs plus précis concernant vos situations, parce que là, bon, on a abordé la question des inscriptions d'intermittents, mais si vous avez d'autres, il y a tout un tas d'autres cas de figure. Peut-être si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez quand même des possibilités de prise en charge par d'autres OPCO que l'AFDAS, comme le FIFPL ou la GFIS, par exemple. Ça, je pourrais vous répondre directement par email. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je relaisse la parole à Frédéric et puis voilà, je laisse mon adresse email pour toute demande de renseignement un petit peu plus précise. Voilà. Mais du coup, l'étape 1, c'est préinscription, j'imagine. Et à partir de là, Tout à ensuite, fait. La première étape, merci. c'est la préinscription sur le site de la CST, donc en suivant le lien indiqué dans le slide. Merci Pascal. Et voilà, on a fait le tour de notre présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, est-ce que déjà on a répondu à... J'ai vu Pascal que tu étais un petit peu actif pendant que j'écoutais Justine sur le chat. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je vois qu'on a une question, par exemple, de Fifi, toute dernière question. Ouais, la formation et la prise en charge AFDAS concernent-elles les étrangers? Euh, Tout dépend en fait de votre contrat de travail en fait. Pour être éligible à AFDAS, il faut avoir travaillé 2 ans et avoir eu un minimum de cachet. Donc dans le cadre d'un contrat de travail en CDDU, en contrat à durée déterminée d'usage, ce qui vous permet d'obtenir effectivement des droits auprès de l'AFDAS. Si vous n'avez pas ce genre si vous n'avez pas ce statut salarié avec un contrat français et avec un CDDU, vous ne pouvez pas accumuler des droits pour l'AFDAS. Voilà. Mais que vous soyez étranger ou pas, si vous avez si vous travaillez en CDDU, oui, vous pouvez tout à fait bénéficier de l'AFDAS. Il y avait Caroline qui avait demandé donc si la formation était destinée aussi aux productrices et aux producteurs. Donc, Justine a répondu à la question de son exposé. Donc là, je pense qu'on a répondu à toutes les questions du chat. Si vous avez des questions encore, vous pouvez lever la main ou mettre un mot directement. Euh, Mathieu a levé la main. Alors, hop là, Mathieu. Ouais, je crois que ton micro fonctionne pas. Un, deux, Si un, tu veux deux, pas. un, deux, Ah ben ça voilà, on marche? t'entend. Ah, bah Magnifique. super. Je ne sais pas si vous Salut Mathieu. m'entendez pas. Salut, salut Fred, ça va? Bah oui, non, moi je suis en train de devenir CDI à l'ESRA en fait. Je ne sais pas pour combien de temps. Ouais. Mais je sors de l'intermittence. Je suis sorti, j'ai bouffé mes droits AFDAS en formation sur DaVinci, la version prod. Et du coup, je ne suis pas prêt de renouveler. Cependant, j'ai des projets voilà, qui m'intéressent beaucoup d'utiliser effectivement à la fois des décors générés par l'IA et aussi ces murs LED. J'avais failli en fait faire une petite incartade côté Méliès, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus en avant de ce côté-là. Et puis je savais pas que c'était pas du tout encore en route en fait, cette question. Néanmoins, voilà, je suis effectivement très intéressé. Donc, vous avez répondu à mes questions, notamment par rapport au pilotage de l'éclairage par DMX. J'imagine qu'il y a des capteurs ou c'est parce qu'on envoie une pelure qui, pardon pour les termes, hein, je suis un peu vieux jeu, comme tu le sais.
Euh, Ouais, non. ouais, ouais. Donc, ce qu'on envoie comme image, voilà, peut piloter, j'ai compris, des éclairages clean, enfin, voilà, donc, qu'on maîtrise nous. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, c'est surtout la question, elle concerne effectivement, est-ce qu'il y a d'autres modes de financement que, que l'AFDAS? Supposons que l'école dans laquelle je rentre cette année puisse me financer, par exemple, à moi d'essayer de valider un peu Mhm. l'intérêt de la question, mais je pense que j'ai moyen de pouvoir appuyer un petit peu mon financement là-dessus, mais je ne sais pas si c'est ouvert à ça auprès de la CST en fait. Alors, en fait, le parcours de formation pour un CDI est un petit peu différent. Un intermittent, il a la possibilité de choisir sa formation et il ne se réfère que à un conseiller AFDAS qui valide ou pas sa demande de prise en charge. Quand vous êtes en CDI, il faut que vous passiez par le ou la RH de votre entreprise et que vous fassiez une demande auprès de votre entreprise. C'est elle qui va valider ou pas la demande et qui va soit financer sur ses fonds propres, soit demander une prise en charge auprès de son OPCO. Alors les écoles et les centres de formation l'OPCO, c'est pas forcément l'AFDAS, ça peut être Uniformation également. Donc, il faut voir avec elle. Vous prenez rendez-vous avec votre RH. Normalement, vous avez droit à un rendez-vous par an pour planifier vos demandes de formation. Et ça peut être tout à fait justifiable dans le cas d'une école, puisque c'est une nouvelle technologie et que vous avez, voilà, ce sont des compétences nouvelles qui peuvent être tout à fait bénéfiques pour l'entreprise. Si vous avez besoin de négocier ça avec votre RH, il y a, je pense que vous avez tous les arguments pour pouvoir bénéficier de cette formation. Mais voilà, ensuite, voilà, l'AFDAS ou Uniformation seront invoqués, mais pas par vous directement. Alors, j'ai pas compris, excusez-moi Pascal, j'ai pas compris, uniformation, c'est pas la CST du coup, donc Alors, ouais, alors je vais être plus précis. Toutes les entreprises bénéficient de ce qu'on appelle une OPCO. Alors, une OPCO, c'est un opérateur de compétences. Je connais pas tellement je me rappelle plus Je crois que c'est ça, ouais. la signification de l'acronyme. Mais en fait, chaque domaine industriel bénéficie d'une OPCO, c'est-à-dire d'un organisme auquel l'entreprise cotise. Euh, En ce qui concerne toutes les entreprises de l'audiovisuel et du cinéma, les entreprises cotisent à l'AFDAS. Plus cette particularité qui est dans notre secteur, qui est que les intermittents n'ont pas de RH et donc eux aussi cotisent directement à l'AFDAS. Donc l'OPCO dans le domaine de la formation pour l'audiovisuel et le cinéma, c'est l'AFDAS. Dans le domaine de la formation professionnelle, qui est un autre domaine, c'est probablement Uniformation. La CST n'a rien à voir en fait en termes de financement. Nous, ce qui va se passer, c'est que je vais vous transmettre un devis et un programme. Avec ce devis et votre programme et ce programme, vous allez faire une demande de prise en charge, que ce soit à l'AFDAS, à Uniformation, à Atlas, qui est un autre OPCO, et vous avez la possibilité de faire cette demande directement. Euh, Ensuite, l'OPCO accepte ou pas. Et puis s'il accepte, eh ben, écoutez, dans ce cas-là, euh, il y a la prise en charge est acceptée et vous pouvez vous inscrire à la formation. Mais voilà, vous n'aurez rien à payer si vous passez par l'AFDAS, vous n'aurez rien à payer directement de votre poche. Ce sera une relation entre l'AFDAS et la CST. d'accord. Voilà.
Ok, moi en fait ce qui m'intéressait c'est effectivement c'était de rester auprès de la CST puisque vous êtes des gens que je connais en Mhm. partie, parmi vous, Fred par exemple, je le connais très bien, voilà. On a travaillé ensemble sur des projets, je remercie encore mille fois. Que dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en tant qu'organisme, moi je peux aussi, ça m'intéresse parce que j'en parle aux étudiants que j'accompagne, ça fait 3 ans que j'interviens à l'ESRA. Je voulais rester en CDD, mais cette année, on m'a proposé peut-être quelque chose de plus intéressant et puis j'ai moi-même un projet personnel, donc je pense avoir à affiner un petit peu mes connaissances justement à travers et la formation donc, que vous proposez et l'expérimentation en crash test avec les étudiants, ce qui est quand même pas mal, comme c'est plutôt confortable, à condition évidemment d'arriver à essayer de voir comment mettre ça au point. Parce qu'il y a la question effectivement des plateaux virtuels, quoi. Mais c'est peut-être un peu encore trop tôt, mais voilà, j'anticipe. Voilà. D'accord. Donc, Eh bien, oui, Pascal, tu veux finir sur un... non, non, rajouter un truc? sauf si vous avez besoin d'éclaircissement encore sur les relations entre l'OPCO et le centre de formation. Non, non, très bien, je vous remercie, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on a Georges Emmanuel aussi qui nous a posé une question. Ça sera peut-être pour Laurent ou pour Justine. Est-ce que durant la formation, on va voir les questions de Genlock et comment créer un petit système maison? Je pense que Georges Emmanuel a envie de faire un peu plus que comprendre comment ça marche. Oui, Justine, alors Laurent. il y a un moment Genlock qui est prévu sur la première journée de la formation prise de vue en plateau virtuel. Euh, alors, je sais pas trop ce que ça veut dire un petit système maison, mais en tout cas, enfin, la manière dont ça va être abordé, c'est quelle caméra on va choisir. Pourquoi est-ce que justement c'est important de choisir une caméra qui peut renvoyer un signal Genlock et parce qu'il y a beaucoup de caméras qui affichent une entrée Genlock, mais qui est unilatérale et pas bilatérale. Euh, Quels sont tous les équipements à synchroniser? Comment vérifier sur le plateau qu'on n'a pas de problème de ghost frame? Euh, mais encore une fois, comme vraiment le fait de fabriquer un système qui fonctionne, ça va être plutôt être de la compétence du superviseur de production virtuelle ou des opérateurs sur le plateau. L'idée, c'est de comprendre cette problématique-là. Euh, En tant que chef opérateur, quels choix on peut faire qui vont influencer la question du genlock et comment vérifier que ça fonctionne bien et qu'on ne va pas avoir des doubles images en post-production. Georges Emmanuel, ce que je vais faire, c'est que je fais comme pour Mathieu. Je vous donne le pouvoir de parler. Et normalement, vous pouvez ouvrir le micro. Comme ça, vous pouvez directement parler. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Oui. Bonjour, oui, en fait, j'étais en train de faire un follow-up à ma question. En fait, je suis en Martinique et on est souvent en mode one-man band par chez nous. Et du coup, c'est pour ça que je pose la question de la possibilité d'en savoir, de qu'est-ce qu'on apprendra de plus pour une éventuelle autonomisation de l'apprenant, quoi, Donc, dans pour des situations proposer, comme les autres. disons que, alors c'est vrai que notre formation s'adresse plus aux clients, finalement. C'est-à-dire que les techniciens dans les équipes de tournage qui vont travailler sur un plateau virtuel. Et là, vous posez la question plutôt, il faut quoi en gros pour se lancer en tant que prestataire? C'est quelle est la première marche? C'est ça, si je comprends bien. Plus ou moins, oui. C'est pas une question facile, d'autant plus que là, vous avez compris que je suis pas rentré dans le détail, mais il y a pas mal de typologies différentes de production virtuelle. Là, on ne parle que de celle qui est la plus employée, qui consiste à avoir des panneaux de LED pour constituer des murs de LED et de filmer devant. Et donc ça, en fait, la première marche. J'ai presque envie de dire, oui, en termes de compétences, ça demande quand même un effort, mais en termes d'investissement, c'est aussi en soi un vrai sujet parce que ces panneaux coûtent cher.
Et j'ai presque envie de dire que la première question, c'est celle-là. C'est de réfléchir à un business plan, comment on peut financer finalement déjà l'équipement, ne serait-ce que les panneaux LED. Après, pour le reste, je peux plutôt laisser Laurent ou Justine en parler plus précisément. Mais en tout cas, on n'adresse pas dans la formation le fait de faire fonctionner les systèmes. Comme disait Justine, ça, c'est les opérateurs chez les prestataires qui le font. On forme les gens à comprendre ce qui est attendu d'eux et ce qu'ils peuvent attendre des autres pour que l'ensemble de la production se passe le plus fluidement possible et sans encombre. Entendu, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Il n'y a pas de main. OK. Eh bien, je regarde le chat quand même, parce que je vois que ça bouge un peu là. OK. Ben de rien, Julie, merci à vous. Ben, je pense qu'on va clôturer maintenant, du coup, si on n'a pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir participé à ce premier webinaire. C'est un peu une nouveauté pour moi aussi, d'être maître de cérémonie d'un webinaire. Si vous avez d'autres questions, Pascal a déposé son email et vous avez le site web. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Ah, y a-t-il une limite d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge, il faut être majeur. En gros, si je peux résumer ça, c'est ça l'idée. Enfin, donc, il n'y a pas de limite. C'est juste, c'est de 18 à 120 ans. Allez, ben, je vous dis au revoir, j'ai coupé. Donc, merci Justine, merci Pascal, merci Laurent, merci à chacun d'avoir participé. Et puis, on se voit bientôt à la CST ou ailleurs. Est-ce que vous pérennisez la formation? Bien sûr, on va d'abord faire cette première. Alors, c'est une nouvelle formation. Donc, là, on va faire la première session. Et fort de cette première expérience, on va l'améliorer. Et ensuite, on mettra d'autres dates. Si la date ne vous convient pas, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une manière. Comment tu appelles ça, Pascal? On peut s'inscrire. À la demande. Il y a des sessions à la demande, c'est-à-dire que si j'ai par exemple le nombre minimum requis pour ouvrir une session, je contacte tout le monde, on s'entend sur une date et on essaye d'ouvrir une session à une date qui convient à tout le monde. Ça, c'est pour les demandes d'inscription pour les individuels. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire une formation pour des salariés de votre entreprise en intra, c'est la même démarche. Vous remplissez la possibilité de faire une session à la demande et on convient ensemble d'une date et puis bien sûr de l'accessibilité du studio avec Méliès pour pouvoir vous organiser une session rien que pour votre entreprise. Et Donc, en donc, gros, dans le formulaire, vous avez le choix entre vous inscrire à une date indiquée ou un autre formulaire pour vous inscrire à une session à la demande. voilà. Merci, Pascal. Bon, est-ce que je coupe? Est-ce qu'il y a encore une question qui arrive? Je crois que non. Donc, je vous dis au revoir à tous. Merci à chacun et bonne fin de journée. Salut! Bonne journée.